Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons, l'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Emmanuelle Berger est orthophoniste, voyageuse et créatrice de documentaires sonores. Elle revient dans cet épisode sur ses 3 passions qui la nourrissent et comment celles-ci se croisent et se relient dans sa vie. Un voyage jusqu'au Laos en train, bus et stop qui se transforme en un abécédaire composé de 26 capsules audio. Un tour de France des orthophonistes singulières et plurielles qui se traduit en véritable immersion sonore. De Bhaktapur à Lyon, en passant par Moscou et la vallée de la Roya. Autant de terres à lier, dont les frontières restent à dessiner. Ce liant, c'est peut-être l'humanité qu'on peut retrouver dans des rues animées, dans le wagon d'un train ou dans une maison de santé, au cœur de ces rencontres qui créent des ponts entre les cultures, les réalités et les sensibilités. Ce témoignage est un appel à prendre soin. Soin de l'autre, soin de soi, ici et là-bas, en voyage, comme au travail. Bonjour Emmanuelle, merci de m'accueillir ici dans le Puy-de-Dôme. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et de pouvoir échanger aussi avec une personne qui a un vécu similaire, c'est-à-dire qui enregistre des podcasts et qui a pas mal voyagé. S'il fallait te présenter en une phrase, voici celle que je retiendrai. Emmanuelle, tu es celle qui a la passion des mots. Et cette passion, elle est imprégnée dans chacune de tes aventures, chacune des facettes de ta vie adulte. Tu l'utilises pour retracer les anecdotes d'un voyage, pour mettre en lumière les portraits de femmes inspirantes, ou encore pour prendre part au monde de l'orthophonie. Est-ce que tu es tombée dans la marmite des mots quand tu étais petite ? Merci à toi déjà de venir jusqu'à moi et de me rejoindre dans le Puy-de-Dôme. Oui, je crois que je suis tombée assez tôt dans la marmite des mots, comme tu dis, parce que dès la maternelle, j'ai eu envie d'apprendre à lire. Et mes parents, qui avaient du temps pour m'aider dans ce projet fou, m'ont donné les billes pour apprendre à lire. Et dès que j'ai su tenir un crayon, j'écrivais des poèmes ridicules, des histoires, enfin. Voilà, ça a commencé très tôt, oui. Et aujourd'hui, du coup, tu es orthophoniste, tu exerces depuis plusieurs années ? Oui, c'est ça. J'ai été diplômée en 2014. Et pour autant, j'ai pas travaillé 10 ans. J'ai travaillé 7 ans en tout parce que j'ai pris plusieurs fois des pauses pour partir en voyage. Donc, j'ai travaillé 3 ans après mon diplôme. J'ai eu la chance de pouvoir prendre une année sabbatique. J'ai retravaillé 4 ans. Et après, j'ai fait à nouveau 2 ans de pause pour un nouveau voyage. Qu'est-ce qui t'a mené à ce métier-là d'orthophoniste ? Tu as dit que justement tu avais cette passion des mots depuis toute petite, mais est-ce qu'il y a eu un déclic ? Qu'est-ce qui t'a mené à ça ? Quand j'étais au lycée, j'ai hésité pendant longtemps entre choisir un métier dans le social, comme je disais à l'époque. Donc, je regardais un peu les métiers d'éducatrice, etc. Mais ça me convenait pas exactement. Et j'hésitais aussi avec une carrière artistique, entre guillemets, parce que j'ai toujours aimé écrire, dessiner, etc. Et un jour, je suis allée voir une conférence donnée par une personne sourde
qui parlait devant des centaines de personnes avec un accent un peu typique des personnes qui ont une déficience auditive. Et elle racontait comment sa mère lui avait appris à parler malgré sa surdité. Et sa mère était orthophoniste. Et là, j'étais en terminale et je suis allée me renseigner sur ce métier qui, pour moi, à la base, était juste aider des enfants qui zozotaient à ne plus zozoter. Donc, ça m'avait jamais attirée. Mais après, j'ai découvert à la fois le monde de la surdité et le monde de l'orthophonie. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de relier à la fois l'envie que j'ai d'être utile aux autres et un métier qui me permet d'être assez créative dans ma pratique, dans le sens où je dois toujours inventer et réinventer du matériel et des choses pour aider mes patients à progresser dans leur communication. Donc ça m'a semblé être un bon compromis, voire même une belle alliance des deux mondes qui m'attiraient. Et du coup, tu as commencé à pratiquer l'orthophonie à la suite de tes études? Ou tu es directement parti en voyage? Et non, j'ai commencé directement effectivement l'orthophonie après mes études. J'étais un petit peu stressée aussi de me lancer dans le grand bain et j'avais envie d'y aller tout de suite en me disant là j'ai encore mes connaissances toutes fraîches de l'école, j'ai mes stages qui sont pas loin derrière moi. Je me lance tout de suite, même si j'avais déjà des grands projets de voyage dans la tête, mais je voulais déjà démarrer une activité professionnelle rapidement. Et par la suite, d'octobre 2017 à avril 2018, tu es parti en voyage. Tu es allé de Lyon à Luang Prabang au Laos en voyageant en train, en bus et en stop. Pourquoi t'être lancé dans cette aventure et justement, est-ce que tu avais un besoin de coupure à ce moment-là, à la suite de tes débuts de pratique ou qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? C'est un projet que j'avais en tête depuis, j'ai l'impression depuis toujours, mais au moins depuis l'adolescence. Je contemplais la carte du monde et je me disais, j'ai vraiment trop envie de prendre un temps long pour partir explorer cette carte. Après 3 ans de pratique, c'était le bon moment pour moi parce que j'avais acquis quelques bases dans le métier d'orthophoniste. J'avais un peu pris confiance en moi, même si c'est un métier qui est assez coûteux et qui demande de se renouveler et d'apprendre et de continuer à apprendre sans cesse. Et je m'étais dit que c'était le bon moment. J'avais fait face aussi à une rupture et j'étais à une période de transition, on va dire, dans ma vie. Pourquoi tu as décidé de partir voyager en train, en bus et en stop et pas de prendre l'avion, par exemple, pour te rendre au Laos? Est-ce que ce que tu recherchais, c'était vraiment d'expérimenter tout au long du chemin ou est-ce que tu voulais précisément aller au Laos pour une raison précise? Alors déjà, je savais pas que mon voyage allait se terminer au Laos. Je suis partie avec une amie pendant ces 6 mois. On avait prévu le départ, on avait prévu de traverser la Russie, la Mongolie et la Chine, pour lesquels il faut un visa, et donc on avait dû anticiper ces dates-là. Mais après, j'avais fait le choix de me laisser libre cours à mes envies au fur et à mesure du voyage. Et en fait, la destination s'est dessinée au bout de quelques mois de voyage, je savais que j'allais poursuivre ma route jusqu'en Asie du Sud-Est. Et pourquoi avoir choisi ces modes de voyage-là? Et pour être honnête, la première raison n'est pas forcément écologique, même si c'est la seconde. Mais c'est plus l'envie, justement, je parlais des cartes tout à l'heure, l'envie de voir ce qu'il y a sous les cartes et de voir aussi tout ce qu'on voit pas dans les médias, de sortir des zones touristiques. Il y a comme des points de concentration, ce qu'on peut appeler des hyperlieux, où tous les touristes vont voir la place Rouge, vont voir la place Tiananmen ou je ne sais quoi. Mais moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'il y a en dehors de ces zones? Qu'est-ce qu'il y a là où il n'y a rien? Parce qu'il n'y a pas rien. Il y a forcément des gens qui vivent d'une autre manière. Il y a forcément des paysages qu'on pourrait qualifier de beaux, de moches, peu importe. Mais ils existent, ils sont différents, ils ont quelque chose à nous apporter. Et c'est cette curiosité-là de voir ce qu'il y a quand il n'y a rien qui m'a donné envie de partir par la voie terrestre. Voilà. Après, le stop, le bus, le train, ça s'est dessiné suivant l'envie, suivant la météo, suivant les possibilités dans certains pays. Mais il y avait quand même l'envie derrière de faire des rencontres. Ça a l'air très beau dit comme ça, mais c'est aussi se confronter à l'autre, se confronter à des galères de faire du stop dans un pays qui connaît pas forcément cette pratique, d'aller aussi parfois se mettre dans un inconfort pour pouvoir vraiment découvrir le pays de l'intérieur, voir ce qu'on a, nous, à y gagner, ce qu'on peut apporter aussi à l'autre qu'on rencontre. Mais voilà. Et cette aventure, tu l'as partagée de manière très originale, c'est-à-dire sous la forme de capsules audio, 26 pour être exact, pour faire un abécédaire.
C'est un récit de voyage qui va de A à Z, donc dans tous les sens du terme. Et pourtant, ce récit de voyage, il est volontairement non chronologique. Il retrace pas ton aventure de A à Z, justement. Parce qu'il a pour objectif de bousculer les lignes géographiques, de jouer avec les espaces et leurs frontières, de brouiller un peu les pistes. Chaque capsule, c'est un peu une bulle temporelle, donc un espace-temps particulier. On se retrouve téléporté en Russie, en Europe ou en Asie, que ce soit au détour d'une rue animée, dans un wagon de train, dans une voiture où tu as fait du stop, ou encore au cœur d'une yourte mongole, et bien plus encore. Pour donner un peu une idée de ce que ça donne, je te propose qu'on écoute un extrait. A comme anecdote. Non. B comme G comme immersion. B comme Bhaktapur, mon amour. Tu ne m'as jamais laissée indifférente. Le coup de foudre a eu lieu en août 2011, lorsque je me suis rendue pour la première fois chez toi, 13 km à l'est de la capitale népalaise. J'ai tout fait pour essayer de t'oublier. Je suis partie te comparer à d'autres. Je suis revenue de temps en temps, comme un amant repentant, pour t'avouer, mon amour, que tu es unique, pour toujours. Car, comme au premier jour, à chacune de mes haltes, tu sors le grand jeu. On s'engouffre dans ton univers médiéval de briques vermillon pour apprivoiser ton monde qui nous parle d'histoire et de tradition. Un musée à ciel ouvert, rappelait fièrement mon ami Sanjay aux volontaires venus des 4 coins du monde pour prêter main forte à son association. Il t'a arpenté sans relâche, à la recherche de matériel scolaire et de parrainage pour des écoles en difficulté. Son rire et ses coiffures loufoques étaient célèbres en ton sein. Tes rues sont un théâtre où des scènes hors du temps se jouent sur les pavés orangés. Je suis un public conquis. Acte 1er. Tôt le matin, dans le Durbar Square, le cœur religieux de la ville. Côté court, des femmes arrivent comme un balai au ralenti et patientent en ligne pour entrer dans les temples. Chez toi, chaque jour est une fête à célébrer. Tes habitantes apportent au dieu le puja, un savant mélange de fleurs, de graines et de pigments colorés. Les temples hindouistes fourmillent. Les plus majestueux trônent dans le Durbar Square, tandis que les plus modestes, n'excédant parfois pas 1 mètre de haut, créent la surprise entre 2 maisons ou 2 places de parking. Des volutes d'encens parfument tes rues. Elles protègent du mauvais sort, portent les prières aux dieux et, plus pragmatiquement, maquillent les mauvaises odeurs dues au système archaïque d'évacuation des eaux. Ici, bien souvent, ça sent le bouc. Littéralement. Ton garde du corps est un bouc d'une taille impressionnante et d'un âge canonique qui transporte dans ses longs poils toute la poussière de la ville. Il se déplace solitaire et libre entre les temples où il a élu domicile en harmonie avec les habitants. Son odeur le précède, le suit, l'entoure. On devine sa présence au bas mot à 50 mètres à la ronde. Sortie du bouc. Deuxième acte. Le soleil est au zénith, des sacrifices d'animaux créent des rivières rouges vifs qui filent entre les pavés. Un homme traverse la Seine, portant un plateau sur lequel repose la tête d'un mouton fraîchement tué. Exclamation offusquée du public. J'observe cette scène depuis la terrasse de la famille de Samjana, la compagne de Sanjay, lors de Makar Sankranti. Ce festival hindouiste a lieu le 3e lundi de janvier du calendrier grégorien et fête le retour à des journées plus longues. Ce jour-là, on résiste à la rudesse de l'hiver avec des plats sucrés cuisinés le matin et dégustés en famille à midi sur le rooftop afin de réchauffer corps et cœur en profitant de quelques rayons du soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Chacun prend soin de l'autre. Et oui, c'est un des jours les plus tristes de l'année, alors autant le rendre agréable, m'explique Samjana en retournant s'occuper du linge familial qui, lui, ne connaît pas de repos. Elle a récemment acheté une machine à laver pour sa famille, objet d'une incroyable modernité ici. Samjana s'active sous le regard méfiant de sa grand-mère, qui se tient à l'écart de cet engin, distance de sécurité oblige. Elle a toujours lavé le linge à la main, en plein air, transformant leur terrasse en lavoir. Elle a grandi à la campagne, elle n'a pas eu d'éducation. Je lui ai appris l'année dernière à se servir d'une brosse à dents.
complète Samjana en riant. Sa grand-mère préfère tourner le dos à l'intrus. Elle s'applique à disposer une poignée de nourriture rescapée du repas sur le rebord de la terrasse. C'est pour nourrir les corbeaux, ils nous sont très utiles, m'explique mon ami. Ils sont les messagers d'un changement météorologique ou d'une catastrophe naturelle. Je n'ai pas osé lui demander si les corbeaux les avaient avertis de la catastrophe du 25 avril 2015. Dernier acte. Le régisseur a éteint les projecteurs. Des percussions résonnent dans l'obscurité d'une fin de soirée, au coin d'une place. Ces mantras lancinants ont un pouvoir cathartique. Bhaktapur, mon amour, j'ai eu l'honneur de te rencontrer avant ce séisme qui a changé ton visage, qui a rendu ton bordel plus bordélique et qui a couvert de poussière tes couleurs. Certains habitats déjà fissurés devinrent lézardés. Les lézardés devinrent bancals, les bancals devinrent branlants, les branlants s'effondrèrent pour retourner à l'état de briques. Les briques furent sagement rangées à l'emplacement même de feu la maison, attendant d'être brossées et lavées, tel un phénix guettant le moment pour renaître de ses cendres. J'ai encore en tête les mots échangés avec Saté, le frère de Sanjay, lors de ma 3e visite, 18 mois après le séisme. Il était sorti prendre des clichés de la ville dans les jours qui suivirent la catastrophe. On ne distinguait plus les rues des maisons, ni les maisons des rues, des amas de briques et de bois sous des nuages de poussière. Je me perdais dans ma propre ville. À présent, 3 ans plus tard, le calme, non, l'agitation est de retour. Car le calme dans ton enceinte aurait quelque chose d'inquiétant. Tu bouillonnes de nouveau, et tes habitants te reconstruisent vaillamment, y voyant là une étape du cycle de la vie au pays des montagnes. Ici, on a un séisme par siècle. On est tranquille pour les 99 prochaines années. Rideau sur ces paroles de sagesse ou de fol optimisme asiatique. Donc c'est un extrait de la lettre B, comme on a pu le voir, pour Bhaktapur. On voit que dans cet extrait audio, il y a 3 actes. J'ai l'impression que ça fait appel à 3 temporalités différentes, peut-être aux 3 fois où tu t'es rendu à Bhaktapur. Est-ce que c'était ça que tu avais envie de mettre en avant ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a au moins un extrait qui se situe avant le séisme, et il y en a un, le dernier, qui se situe après et qui rend compte de quel est le nouveau visage de Bhaktapur à sa suite. Comment tu as construit un peu cet extrait ? Oui, effectivement, ça reflète différentes temporalités et les différents moments où j'ai pu visiter cette ville. Je suis allée 4 fois au Népal. La première fois, c'était mon tout premier voyage à l'autre bout de la Terre en tant qu'adulte. Je suis partie avec mon équipe scout. On a fait un projet de solidarité internationale où on est allé construire une bibliothèque et proposer des animations aux enfants dans une école non loin de Bhaktapur, mais en milieu rural. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville qui, pour moi, quand je pense à l'Asie, quand je pense aux différences culturelles, quand je pense aux différences de religion, souvent j'ai cette image de ville qui apparaît parce que c'est vraiment l'alliance entre une modernité qui arrive, mais avec le poids des traditions qui se ressent à chaque rue, dans chaque jour de fête, etc. C'est aussi l'alliance entre le bouddhisme et l'hindouisme qui se côtoient d'une rue à l'autre, etc. Et donc j'ai pu réaliser ce projet avec les scouts avant le séisme. J'y suis également retournée après le séisme. Et pour moi, c'était un choc. Alors, rien à voir, évidemment, par rapport à ce qu'ont vécu les habitants et habitantes sur place. Mais ça fait prendre quand même conscience de la fragilité de nos existences et aussi de la fragilité de l'aide qu'on peut apporter. Parce que la bibliothèque qu'on avait aidé à construire, l'école a tenu le coup, mais les murs étaient fissurés, donc l'école maintenant n'est plus habilitée à recevoir des enfants, etc. Et donc voilà, l'aide qu'on a pu apporter, elle a été ponctuelle, elle a fait énormément de bien à nous d'abord, et aussi aux habitants sur place, surtout dans le vécu de l'interculturalité, je pense. Mais c'était éphémère. Et ce qui reste, c'est pas vraiment finalement les livres, c'est pas forcément les ordinateurs qu'on a aussi apportés sur place, mais c'est cet échange culturel qui reste et qui est resté après le séisme. Mais je sais que dans ma vie de jeune adulte, ça m'a marqué de voir aussi à quel point les choses passent vite, que ce qu'on garde, les souvenirs intemporels, c'est pas forcément les souvenirs matériels.
C'est hyper intéressant justement que tu dises ça. Enfin, je trouve ça hyper fort que tu dises qu'au final, ouais, ce que toi t'en gardes, mais peut-être aussi ce que les personnes en gardent. Effectivement, c'est pas cet apport matériel, mais c'est les souvenirs que vous avez gardés des rencontres, des échanges, tout ça. Et je trouve que tu le mets bien en avant aussi dans cet extrait. Tu parles notamment d'un personnage qui revient un peu, qui s'appelle Sanjay, et qui fait écho justement dans ton abécédaire à une autre lettre, la lettre S. Tu rends hommage notamment à cette personne. Est-ce que tu veux nous en parler, retracer peut-être les fois où tu l'as rencontré? Ouais, avec plaisir. Ça me fait plaisir de parler de lui et de raconter son histoire. Sanjay, c'est la personne qui nous a accueillis à l'aéroport quand on est venu avec mon équipe de scouts pour la première fois au Népal. Nous, on avait 19 ans. Lui, il en avait à peu près 16, parce qu'il faut savoir qu'au Népal, l'année de naissance n'est pas forcément importante. Donc, suivant leur papier d'identité, c'est pas forcément la même année de naissance qui est marquée dessus. Donc, je dis qu'il avait 16 ans à ce moment-là, mais il en avait peut-être 15 ou 17. C'est pas du tout une donnée qui est importante au Népal. Il a été notre ange gardien pendant cette première fois où j'étais au Népal. Il faisait le lien avec l'association qui nous a accueillis sur place, mais surtout il faisait le lien entre nos deux cultures. Il nous présentait aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire au Népal, parce qu'il y a des règles un peu parfois compliquées, mais comme dans chaque culture, il nous a fait visiter des endroits, rencontrer des gens, etc. Et c'est une personne avec qui j'ai gardé contact, et à chaque fois que je suis revenue au Népal, je suis retournée la voir. Pendant des années, Sanjay, il a bossé avec des associations qui accueillaient des volontaires, et il a fait ce job de les accueillir et de leur présenter la culture locale, etc. Il a eu la chance de venir en France également, en 2015-2016, pendant décembre et janvier. Il faut savoir que c'était un vrai miracle, parce que pour qu'un Népalais obtienne un visa pour venir en France 15 jours après les attentats du Bataclan, etc., c'était vraiment une chance qu'il a eu de pouvoir venir nous voir et se faire à son tour accueillir, lui qui avait tellement accueilli, par pas mal de volontaires en France et en Autriche, en Suisse. Enfin voilà, il en a profité pour visiter plusieurs pays en Europe. Malheureusement, il a eu plusieurs cancers. Quand on a appris qu'il a eu son premier cancer, donc lui il était au Népal, nous on était tous les volontaires qui étaient en Europe, on s'est mobilisés, on a fait une cagnotte, on a fait tout ce qu'on pouvait pour être là et lui payer ses frais d'hospitalisation, parce que au Népal, évidemment les structures de santé sont vraiment précaires, et du coup il a pu aller en Inde pour se faire soigner son premier cancer. Et après le séisme, il a eu un second cancer. Et là, lui, il a refusé de se faire soigner avec les méthodes classiques, la chimiothérapie, la radiothérapie, parce que il avait déjà donné et ça l'intéressait pas. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de convictions, beaucoup de rêves, etc. Et il était non, mais je vais manger des fruits, des légumes bio, je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin voilà, il voulait tester d'autres méthodes douces. Et de toute façon, le cancer était fort, il y avait des métastases, donc il nous a quittés en mars 2017, donc 6 mois avant que je parte en voyage. Et au départ, je pensais jamais retourner au Népal, parce que c'était vraiment le souvenir de Sanjay, le souvenir du Népal. Pour moi, c'est tout intriqué. Je voyais pas comment dissocier l'un et l'autre. Et au final, pendant que j'étais en voyage, je crois que j'étais en Chine à ce moment-là, et j'ai reçu un message de sa copine qui me disait faut que tu viennes au Népal, on inaugure un centre social où on pourrait venir boire des cafés des éducateurs et éducatrices népalais, etc. Faut que tu viennes pour l'inauguration. J'ai hésité et je me suis dit, bon, au final, je suis en Chine. J'ai fait la moitié du chemin. Donc, je me suis dit que j'allais quand même m'y rendre encore une fois. Et donc, en janvier 2018, je suis retournée au Népal. J'ai pas pu y aller par la voie terrestre, pour être honnête, parce qu'il fallait traverser le Tibet. Et c'est compliqué par rapport à la législation en Chine. Ils demandent à ce qu'il y ait... il y a un permis spécial qui est demandé, il faut être accompagné d'un guide, etc. Donc j'ai pris un avion le plus à l'ouest possible de la Chine, et je suis allée au Népal, donc par la voie aérienne. Et j'y suis restée 10 jours. Ce qui est à la fois court et très long. Je suis allée retrouver Bhaktapur, je suis allée retrouver d'autres amis que j'avais là-bas, la copine de Sanjay.
Et on a fait de la peinture, on a peint plein de portraits pour décorer les murs du centre social. Un portrait de John Lennon, parce que Sanjay était fan de John Lennon. Un portrait de Sanjay et d'autres choses. Et voilà. Et moi, ça m'a permis déjà de voir le Népal à une autre saison, parce qu'on était en janvier à ce moment-là. C'est la saison sèche. Et c'est complètement une autre couleur, une autre météo et un autre rythme de vie aussi. Et ça m'a permis de retrouver ce pays et de lui donner aussi une autre... d'avoir d'autres souvenirs, de lui donner un autre symbole et de me dire que j'avais aussi une histoire à vivre avec ce pays, indépendamment de Sanjay, qui est toujours là et qui sera toujours là dans ma mémoire. Mais voilà, j'avais besoin d'y retourner pour, je sais pas, associer... peut-être pour lui rendre hommage et puis pour pouvoir tourner une page aussi, je pense. Merci pour ce témoignage touchant et de nous avoir décrit un peu la relation qui te lie à cette personne. Donc, du coup, quand tu es retourné en 2018 au Népal, donc c'était 3 ans après le séisme, est-ce que c'était la première fois que tu revenais depuis le séisme ou c'était la deuxième ? C'était la deuxième. Je suis allée au Népal en 2011-2012. Et après le séisme qui a eu lieu en 2015, j'y suis retournée en 2016, pendant 1 mois et demi, l'été aussi, et en 2018 pendant ces 10 jours un peu hors du temps. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient évolué justement entre 2016 et 2018 ? Oui et non. Je me replonge un peu dans mes souvenirs parce que ça fait un moment. La vie avait complètement repris son cours. Il y avait plein d'infrastructures qui s'étaient construites, des écoles, etc., pour remplacer celles qui avaient été détruites. Mais je me souviens qu'il y avait quand même aussi encore beaucoup d'endroits où les briques avaient été laissées telles quelles au bord d'un chemin et voilà, en attente d'un jour pouvoir faire quelque chose avec. Mais les Népalais sont très, je le dis dans la capsule audio, mais sont très... philosophes, ou en tout cas ils ont une philosophie complètement différente par rapport au temps qui passe. Et pour eux, il y a des séismes régulièrement, donc c'est normal, ça devait arriver, c'est terrible, mais on recommence, on reconstruit. Et là où nous, occidentaux, on aurait tendance à se dire, bon, il y a eu un séisme ici, il a détruit tel endroit, alors on va peut-être pas faire ces constructions comme ça, on va faire des normes antisismiques, etc. Ce que j'ai aperçu là-bas, c'est on reconstruit tel quel, et la vie continue. Une sorte d'acceptation de ce qui se passe, et bien sûr, les moments vécus ont été graves, il y a eu beaucoup de pertes matérielles, humaines, etc., mais... c'est pas des gens qui se plaignent, c'est pas des gens qui vont abandonner. La vie est plus forte que tout et ils continuent et ils reconstruisent à l'identique. Merci d'avoir retracé avec nous cet épisode népalais qui se situe en 4 fois au final. C'est assez incroyable que tu sois revenu à chaque fois. Tu as vraiment une histoire qui te lie au Népal. Je voulais te demander justement, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, d'autres faits de voyage qui te viennent à l'esprit de ce récit que tu voudrais nous partager ? En lien peut-être avec d'autres endroits où tu es allé Ouais, alors évidemment il y en a plein, mais on va dire, je vais prendre le premier qui m'est apparu en tête quand tu m'as posé la question. Souvent c'est quand même des anecdotes liées à des rencontres qui me marquent. Une rencontre mais aussi dans un endroit bien spécifique. Là c'était à bord du Transsibérien, donc je rappelle que c'était avant le conflit qui a lieu aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. On pouvait aller... plus ou moins librement, mais parce qu'il faut un visa, etc. Mais on pouvait aller voyager en Russie. Et donc, dans le Transsibérien, entre Saint-Pétersbourg et Moscou, on a rencontré un jeune de notre âge qui nous a littéralement sauté dessus quand il a vu qu'on parlait anglais, qu'on n'était pas russe, et il a été trop curieux de faire notre connaissance. Et nous, on était trop curieux de faire la connaissance d'un jeune russe de notre âge. Ça m'a marqué parce que, d'une part, c'était un personnage complètement loufoque et on a tout de suite eu une complicité, on a rigolé, on a passé 24 heures ensemble entre le Transsibérien et après on est allé visiter Moscou ensemble. Et d'autre part parce que je sais que la Russie, c'est pas facile à appréhender, mais
En fait, je pense que ce qui me marque, c'est de pouvoir vivre des sentiments de complicité au-delà de toute différence linguistique, culturelle, des conflits qui peuvent exister entre nos pays, etc. Il y a vraiment, comme je l'avais avec Sanjay, une complicité de base qui s'explique pas, qui est là, et qu'on parle la même langue, ou non, qu'on ait un quotidien similaire ou non. On arrive parfois à lier des liens assez forts avec certaines personnes très vite et qui vont nous marquer à vie. Ça me remet aussi dans ma place de petite humaine au milieu du monde. Enfin, ça me marque de voir la puissance des liens qu'on peut créer aussi vite avec ces personnes. Et pour la petite histoire, je dirais pas son nom au cas où, mais c'est ce jeune Russe qui était complètement anti-guerre et pacifiste. Déjà à l'époque, fuyait son service militaire et voilà, avait une vision complètement... on partageait énormément en fait sa vision de la jeunesse et de ce que doit être une vie de jeune adulte. Il rêvait de voyager, il apprenait l'anglais sur YouTube, dans cette optique-là. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est sa façon de nous accueillir entre guillemets. Alors pas chez lui parce qu'on a été à bord du Transsibérien et puis dans les rues de Moscou, mais de nous accueillir, de nous faire une place, de vouloir découvrir qui on était, notre récit. Je trouve que c'est incroyable d'être nomade, mais on serait rien sans les sédentaires ou sans les gens locaux qui peuvent nous accueillir, nous ouvrir la porte de leur quotidien, de leur pays, de leur culture, etc. Et c'est vraiment cette richesse de la rencontre entre les nomades et les sédentaires qui, moi, me marque, que ça soit en Russie, au Népal, en Mongolie, ou on va en parler tout à l'heure, dans le département d'à côté, en France, quoi. Ouais, complètement. Et ce que tu dis et ce que tu montres aussi, c'est que l'accueil, il réside pas seulement dans le fait de accueillir chez soi, dans une maison, dans un lieu particulier, mais c'est aussi se faire sentir chez soi. Ouais, je pense que c'est une posture qu'ont naturellement certaines personnes, d'être dans l'accueil. Je pense que c'est une posture et c'est très précieux pour moi. En tant que voyageuse, on est parfois un peu... on est en manque d'équilibre, on est en situation de vulnérabilité. Et c'est très précieux d'avoir cette posture-là en face qui nous permet de donner du sens à notre voyage et qui nous permet juste aussi d'être en confiance et en confort par rapport à une rencontre. Est-ce que justement cette anecdote, cette rencontre-là avec ce jeune Russe, c'est en lien avec une lettre de l'alphabet de tes capsules ou pas ? Merci pour la question. Oui, c'est tout à fait en lien avec une lettre. C'est la lettre O, comme Ofigate, que je prononce très mal, et qui est un mot russe. Enfin, c'est une expression que disent les jeunes là-bas, et qui... pour avoir sa signification, je vous propose d'aller écouter cette lettre O. C'est un bon teaser, ça. Et donc, en soi, il y a plein d'anecdotes de voyage, plein de faits de voyage, plein de rencontres qui sont mises en évidence dans toutes ces capsules. Donc, on vous invite justement à découvrir tout ça à la suite de ce podcast. Et je voulais revenir justement sur la globalité du voyage, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous ces détails là maintenant. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ce voyage initiatique que tu as réalisé à ce moment-là ? L'importance du voyage lent et de, comme je disais, de se confronter au vide des cartes pour aller voir un petit peu ce qui peut s'y passer dessous et se mettre en situation parfois d'être en inconfort, d'être un peu ouvert à l'imprévu. Et c'est là qu'on fait parfois les plus belles rencontres ou qu'on vit les moments les plus fous. Et je dirais aussi quand même ce que je retiens, c'est que pour moi, quand je suis en mouvement, donc nomade, c'est là où mon processus créatif se met en marche. J'explique pas trop pourquoi, mais le fait de pas être dans mon quotidien, d'être un peu vigilante, de laisser tomber mes œillères, etc., ça va me mettre dans un autre état d'esprit où j'ai envie de raconter tout ce que je vis. J'ai plein d'idées qui me viennent, mais vraiment littéralement en mouvement. Quand je suis à l'arrière d'une voiture, quand je suis dans le train, ça m'aide vraiment à débloquer mon processus créatif. Et je me suis rendu compte que même plus tard dans ma vie, il faut que je parvienne à retrouver ce mouvement, entre guillemets, pour aller vers la création.
C'est pas encore très clair parce que je suis en train d'en prendre conscience. Mais ce que j'ai fait dans d'autres voyages et ce que j'essaye maintenant au quotidien, c'est de retrouver ces mouvements, ces situations un peu d'inconfort ou d'inconnu, même à toute petite échelle, parce que tout de suite, ça me remet en processus de création. C'est-à-dire que je vais avoir plein de mots qui me viennent pour décrire l'environnement dans lequel je me trouve. Je vais être plus alerte quand je rencontre quelqu'un. Je vais avoir des idées, tiens, je pourrais écrire ça, je pourrais dessiner ça, je pourrais enregistrer tel son. Et ça, j'ai besoin d'être dans une situation de mouvement pour que tout se débloque. Effectivement, ça pose la question de comment on peut, à la suite d'un voyage, conserver le voyage, garder un peu la dynamique du voyage au quotidien. Et à la suite de ce grand voyage-là, un peu plus tard, tu es retourné en France, donc tu t'es réinscrite un peu dans ce quotidien-là. Et en 2023, tu te lances encore dans une nouvelle aventure et tu t'expérimentes une nouvelle fois encore un autre mode de locomotion, qui est celui du van aménagé, du camion aménagé, qui s'appelle Zéphyr en l'occurrence. Et donc vous êtes partis sur les routes avec ton compagnon, tous les deux à bord de ce camion, faire un tour de France à la rencontre des orthophonistes singulières et plurielles. Est-ce que c'était un moyen de te reconnecter à ta vocation, de faire un retour à l'orthophonie ? La volonté première, c'était du coup de réaliser un tour de France en van avec mon compagnon. Déjà, on a ciblé la France parce que moi, après avoir beaucoup voyagé en Asie, j'avais aussi envie de revenir à des voyages plus locaux. Déjà pour des raisons écologiques, même si j'ai bien conscience qu'en van, il y a quand même un impact carbone qui est important. Mais voilà, de me recentrer et de trouver aussi cet état d'esprit que j'avais à l'autre bout du monde, dans le département voisin. Donc l'idée du voyage, au départ, c'était vraiment de découvrir la France, pareil, les endroits où on va jamais, etc. Et moi, j'ai toujours besoin de donner aussi un sens supplémentaire. Parce que juste faire le tour de la France pour voir des beaux paysages, ça me nourrit pas suffisamment. Et aussi, j'ai besoin comme on disait, de créer quelque chose dans le mouvement. Et j'ai eu besoin, effectivement, d'aller peut-être pas reconnecter avec mon métier, mais justement ouvrir le champ des possibles dans mon métier. Je venais de travailler encore 4 ans, notamment dans un service pour les enfants sourds. Je me suis arrêtée aussi parce que j'étais fatiguée, que c'est un métier que j'adore mais qui est coûteux pour moi. J'ai une énergie sociale qui est pas infinie et je donne énormément aux patients. Après, ça marche ou ça marche pas, c'est pas forcément gage d'efficacité, mais je donne beaucoup de moi-même, mais aussi de mes idées, de ma créativité. Enfin, je fais plein de choses en séance, etc. Mais ça me fatigue beaucoup. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai besoin de prendre régulièrement des temps off où je travaille sur mes créations, mais je ne travaille pas en tant qu'orthophoniste. Et voilà, ça me permet de me ressourcer et après de revenir à l'orthophonie. Et là, je me suis posé la question en me disant, mais est-ce que c'est moi qui suis pas faite pour ce métier ? Est-ce que c'est le métier qui est pas fait pour moi ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, adorent ce qu'elles font, mais sont soit limitées par des ressources personnelles ou aussi par le cadre de ce qu'est la santé aujourd'hui ? Et donc, je me suis dit, je vais profiter de ce Tour de France pour aller voir s'il y a des collègues qui arrivent à garder leur intégrité, à bosser avec créativité, mais sans trop se fatiguer. Qu'est-ce qu'elles peuvent inventer pour se créer un cadre de travail qui leur convienne, qui soit aussi propice à un soin orthophonique, etc. Et du coup, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. Je suis pas pro réseau, mais je dois reconnaître que c'est très pratique pour se relier avec des personnes aux 4 coins du monde ou là aux 4 coins de la France. Et j'ai eu 70 réponses d'orthophonistes qui m'ont invité à les rencontrer pour qu'on discute ensemble de leur pratique. Alors, j'ai évidemment pas pu rencontrer tout le monde. J'en ai rencontré 15, mais j'ai privilégié, on va dire, la qualité du temps que je pouvais leur accorder à la quantité des rencontres. Parce qu'en plus de les rencontrer, je m'étais dit que j'allais emporter mon micro avec moi.
Jusque-là, j'avais fait des capsules sonores pour l'abécédaire de mon voyage entre Lyon et le Laos. Donc, c'était assez facile, entre guillemets. J'écrivais un texte, je bossais bien et quand j'étais prête, je m'enregistrais en train de lire ce texte sur lequel je rajoutais des sons d'ambiance, des musiques, etc. Là, nouveau challenge, interviewer une personne. Donc, c'est un exercice complètement différent. Mais voilà, mon challenge créatif de ce voyage, c'était ça. Réaliser un portrait sonore avec son ambiance, avec plein de choses que les personnes pouvaient me proposer, me montrer. Ça crée une mosaïque très large de comment on fait du soin en orthophonie en 2023-2024. Ça, c'est l'objectif pour tout le monde. Et mon objectif à moi, comme je l'ai dit, il était personnel aussi de m'élargir au champ des possibles et de rencontrer d'autres professionnels passionnés, mais qui ont fait des choix forts dans leur pratique. Je me suis posé la question, est-ce que l'orthophonie, c'est surtout un monde de femmes ou est-ce qu'il y a aussi des hommes? Et pourquoi, toi, tu as fait le choix d'aller uniquement voir des femmes? Dans notre profession, il y a 95% de professionnels qui sont des femmes, parce que c'est une profession qui est donc associée à un métier du care, du soin, et qui aujourd'hui est majoritairement représentée par des femmes, parce que c'est associé à des valeurs aussi de savoir-être, de prendre soin, etc. Pour moi, évidemment, c'est dommage parce que il y a pas. Je pense que les hommes ont plein de choses à apporter à ce métier et que c'est pas du tout des valeurs et des savoirs qui sont réservés aux femmes. C'est pas un choix de ma part, c'est uniquement des femmes qui m'ont contactée. Donc, c'était pas forcément à la base un engagement que je souhaitais prendre, mais il y a uniquement des femmes qui m'ont contactée et je me suis dit bah oui. Enfin, ça fait aussi doublement sens. C'est pas forcément des gens qui sont à l'aise pour prendre la parole. Enfin, je suis pas allée voir des femmes connues dans le monde de l'orthophonie, etc. Et ça m'a fait au final plaisir et honneur de pouvoir mettre en lumière la parole de femmes, même si c'était pas du tout prévu à la base. C'est vrai que moi, le monde de l'orthophonie, je le connais pas du tout. Et pour aussi toutes les personnes qui nous écoutent, qui connaîtraient pas du tout ce monde, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est l'orthophonie? Aïe, 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 c'est dur. C'est un métier du paramédical qui vise à accompagner les personnes à être plus à l'aise et plus fluides dans leur communication. Communication, c'est au sens large. Il y a la communication orale, donc on pense au langage oral, à la parole, mais il y a aussi communication écrite, donc lecture, orthographe, et on va aussi être là pour soutenir les compétences cognitives qui sont sous-jacentes au langage. Donc la mémoire, il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le raisonnement logique, etc. On peut intervenir à tous les âges de la vie. Ça va du petit prématuré qui a du mal avec la succion pour débuter l'allaitement, à la personne qui souffre d'Alzheimer et qui va avoir besoin qu'on l'accompagne pour maintenir le plus longtemps possible ses compétences mnésiques et communicationnelles. Après, ça va être les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, les enfants ou les adultes porteurs de handicap, etc. C'est très large. Donc, comme tu dis, tu as voulu aller à la rencontre d'orthophonistes qui font un peu différemment. Pourquoi tu as voulu aller à la rencontre justement de ces personnes qui ont des pratiques différentes, alternatives de l'orthophonie? Qu'est-ce que tu recherches en particulier? En orthophonie, on est censé rééduquer la communication, donc comment la personne parle et interagit avec tout son environnement. Et pourtant, on est un peu bloqué entre quatre murs quand on travaille en libéral. On est dans le bureau, on voit le patient une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour rééduquer justement toute la communication dans sa globalité. Et je suis pas la seule à faire ce constat. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi d'aller voir des collègues qui soit brisent un peu cette barrière des quatre murs et qui vont faire autrement, soit qui vont avoir une méthode différente pour accueillir les patients dans leur globalité, pour prendre en compte l'environnement, etc. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'ai aussi vu des personnes qui étaient en recherche dans leur pratique, qui étaient en chemin, qui n'avaient pas forcément trouvé le rythme de travail ou la méthode ou le cadre idéal, mais qui se posaient les mêmes questions que moi par rapport au rythme, comment on fait quand on ne peut pas donner 5 jours face à des patients toute la journée. Voilà. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi
d'entrer en résonance par rapport à ces réflexions-là avec des collègues aux quatre coins de la France. Ouais, donc c'était vraiment aussi un projet pour toi t'inspirer d'autres pratiques, d'autres, comme tu dis, d'autres rythmes de travail aussi, quoi. Oui, c'est ça. On va en parler après, mais sur les 15 épisodes de podcast que j'ai réalisés, il y en a plusieurs qui ne concernent pas directement l'orthophonie. Il y en a certains, on entend des adolescentes qui sont des patientes de l'orthophoniste que j'ai rencontré. Je suis allée voir aussi une enseignante. Je suis allée aussi rencontrer une maison de santé à Dunkerque, où là, j'ai pu interviewer plusieurs professionnels de métiers différents. Et donc, effectivement, tu as enregistré 15 épisodes parce que c'est un autre projet de podcast que tu as lancé qui s'appelle Le Porte-Mots. Et tu retraces le parcours un peu de ces 15 femmes, justement quand tu dresses leur portrait. Donc, l'idée, effectivement, c'est pas juste de mettre en avant la différence de méthode, de lieu, etc., mais c'est vraiment de dresser un peu leur parcours, d'avoir un peu quelles sont leurs aspirations, leurs espoirs, tout ça. Et c'est ça que je trouve vraiment beau aussi. Enfin, c'est vraiment des témoignages intimes et puissants. Et donc, tu mets en avant leurs pratiques. Et effectivement, il y a plein de méthodes qui sont possibles. Et je sais que dans un et même plusieurs témoignages, il y a justement ces orthophonistes qui disent la méthode que j'utilise, elle peut fonctionner pour un enfant, pour une personne, mais elle fonctionnera peut-être pas pour une autre. Et j'essaye avec cette méthode, et si elle fonctionne pas, peut-être que je peux en utiliser une autre. Et des fois, c'est des personnes qui même utilisent plusieurs méthodes. Qu'est-ce que ça t'a fait de justement découvrir cette diversité de méthodes et dans quelle disposition tu étais, toi? Est-ce que justement, tu avais envie aussi de découvrir ces différentes méthodes? Je pense que l'exercice de l'interview, c'était très bien pour moi parce que j'ai mes valeurs, j'ai mes croyances, et là, j'ai dû les mettre de côté pour vraiment m'ouvrir à la pratique de l'orthophoniste, à vraiment comprendre son parcours, quels que soient les choix qu'elle ait faits. Et du coup, par là, j'ai découvert plein de méthodes auxquelles je me serais jamais intéressée si j'avais pas fait ce tour de France. Par exemple, j'ai rencontré une orthophoniste qui utilise les principes de la médecine traditionnelle chinoise pour accompagner ses patients en rémission de cancer ORL. J'ai rencontré plusieurs orthophonistes qui travaillent avec leurs chiens. Et pour moi, c'était pas du tout quelque chose auquel j'étais habituée. En plus, j'ai peur des animaux. Donc, c'était pour moi bien de me mettre aussi à leur place, de chausser leurs baskets et de me dire, OK, il y a un animal, il y a ou une autre méthode que je connais pas. Je laisse tomber mes a priori et j'y vais à fond. C'est-à-dire que je vais vraiment creuser le pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens chez l'orthophoniste ou la professionnelle d'utiliser ça? Quel est le lien avec son parcours? Et en fait, quand j'ai laissé tomber un peu mes préjugés, j'arrivais plus facilement à me connecter avec ce qui faisait sens pour la personne et à contacter aussi des valeurs universelles. Voilà, par exemple, venir en séance avec qui l'on est. On est orthophoniste et quand on parle du choix de méthode, en fait, c'est aussi dire qu'est-ce que moi, je peux apporter, quelles sont mes compétences personnelles, en plus de mes compétences professionnelles, que je peux apporter. Et du coup, en contactant ces valeurs universelles de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, on se rend compte vraiment de ce que chaque professionnel peut apporter. Et moi, ça m'a aidé aussi à avoir une vision plus large sur l'orthophonie, mais aussi à recentrer sur l'objectif principal qui est le patient, l'accompagnement du patient et un accompagnement efficace, entre guillemets, mais global, de pas prendre le patient juste il a un trouble du langage écrit, on va vraiment cibler l'orthographe, mais aussi de se poser, d'être vraiment dans la rencontre de la personne et d'avoir conscience aussi dans quel environnement il évolue, quelles sont les forces sur lesquelles il peut s'appuyer, etc. Donc voilà, ça m'a aidé dans cette, quelle que soit la méthode de la personne, dans ce changement de point de vue un peu sur ce qu'on fait en séance et notre objectif commun. Et justement, est-ce que, je sais pas, je prends un exemple, j'ai mon enfant qui a un trouble spécifique. J'imagine que je peux pas nécessairement savoir quelle méthode tout de suite va le mieux fonctionner pour mon enfant. Comment on fait pour choisir? Est-ce que, je sais pas, je teste auprès d'une orthophoniste qui a telle méthode et peut-être si ça fonctionne pas, je vais vers une autre orthophoniste qui a une autre méthode. Comment ça fonctionne et comment ça s'appréhende? C'est une question compliquée et épineuse. Mais dans l'idéal,
notre rôle en tant qu'orthophoniste, c'est d'avoir un maximum d'outils. Enfin, un maximum. Il faut quand même, pas faire du saupoudrage, mais avoir plusieurs outils dans notre mallette et après de co-construire avec le parent et le patient, si c'est un enfant, et de pouvoir justement voir ensemble quelle méthode pourrait fonctionner ou pourrait convenir à tel patient, etc. Ce que j'ai appris aussi pendant ce Tour de France, c'est qu'il y a des patients avec qui ça fonctionne pas dans la relation. Il y a peut-être aussi trop de différences de personnalité, de méthodes, de croyances, de tout ce qu'on veut. Et que c'est aussi OK de dire non, presque en toute amitié, j'ai envie de dire non, ça peut pas fonctionner, on arrête le soin là avant, plutôt que de s'enliser dans une prise en charge qui ne satisfait ni l'orthophoniste, ni le parent, ni le patient, etc. Ouais, c'est ça et c'est pas un échec en soi. Enfin, forcément, ça arrive toujours dans la vie. Enfin, c'est toujours, et c'est là où c'est quelque chose qui a un lien avec l'humain. Enfin, c'est toujours l'humain qui est au centre et donc au centre de ça, il y a la relation et ça peut pas toujours fonctionner non plus. Tout ne peut pas fonctionner et je trouve ça important, ouais, de rappeler que de pas attendre nécessairement un miracle de la part, des orthophonistes, quoi. Que de la même manière, que les psychologues, les personnes qui sont dans le soin de manière générale. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce que il faut qu'on reste humble, nous, dans notre posture de professionnel. Et en même temps, c'est aussi de notre devoir de continuer à nous former, etc. Mais la communication, la relation, c'est des choses tellement fines, tellement floues, c'est tellement complexe. Ouais, non, la question de l'humilité, c'est important. Comme tu le dis, psychologue, orthophoniste, quelle que soit la profession, on fait pas des miracles. Surtout quand on parle du langage, de la communication, de la relation, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et pour lesquelles on a besoin d'être entouré de plusieurs acteurs, actrices pour que ça puisse avoir, que la prise en charge soit efficace. Mais je pense que, et là c'est vraiment mon point de vue, qu'il faut transformer cette relation verticale entre le soignant et le soigné pour plus d'horizontalité. Et ce qui, en fait, est hyper compliqué, mais je pense que c'est quand même un idéal vers lequel il faudrait tendre. Ouais, mais merci beaucoup de rappeler ça. Enfin, je trouve ça super intéressant. Donc là, on a parlé un peu de la diversité de méthodes. Donc j'invite aussi les personnes qui nous écoutent à aller découvrir ces épisodes-là pour justement se rendre compte de la diversité de méthodes. Et en plus, il y a aussi une diversité de lieux, de cadres dans lesquels travaillent ces différentes personnes. Est-ce que tu veux nous donner des exemples de lieux dans lesquels tu t'es retrouvé? Ouais, complètement. Je crois que je suis allée aux 4 coins de la France, mais littéralement, en fait. En septembre 2023, je suis passée à Dunkerque, dans une maison de santé participative, où là, j'ai rencontré différents professionnels qui œuvrent justement à rendre le soin plus inclusif et plus horizontal. Ça, c'est l'épisode 2, pour info. En décembre, je me suis retrouvée au fin fond de la vallée de la Roya, donc dans les Alpes-Maritimes, à côté de l'Italie, où j'ai rencontré Léa qui, diplômée en orthophonie, à l'époque n'avait pas encore pu exercer parce qu'elle se posait trop de questions, qu'elle avait besoin de se former différemment et de prendre du recul sur le soin. Et donc je me suis retrouvée dans son fournil parce qu'elle est boulangère, elle était boulangère à mi-temps en attendant. Donc au cœur de la montagne, il neigeait, il faisait froid et elle m'a appris à faire du pain. Donc ça peut paraître complètement hors sujet, mais en fait c'est ça, prendre les patients dans leur globalité, mais aussi prendre une rencontre dans sa globalité. Cette personne est en chemin vers l'orthophonie, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant dans le cadre de Léa? Pourquoi elle a choisi de faire du pain? Pourquoi elle a choisi de vivre dans cette région? Et pour moi, c'est ça. Enfin, j'ai besoin de cerner un peu le parcours et le quotidien global de la personne pour comprendre ses choix, ses doutes et où elle en est. Et souvent, ça entre en résonance avec aussi les miens. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ouais, comme tu dis, il y a aussi une différence de rythme de travail. C'est aussi ce que tu recherchais, toi aussi, de manière plus personnelle, à te questionner, ouais, je suis pas en capacité de faire ça pendant 5 jours parce que forcément, c'est hyper prenant, hyper intense aussi. Enfin, tu donnes beaucoup de toi. Et peut-être que c'est le cas aussi pour beaucoup d'orthophonistes, d'explorer cette diversité de rythme de travail. Ah, peut-être que je peux travailler 3 jours là-dessus et puis 2 jours sur autre chose. Et là, c'est hyper intéressant aussi avec cet épisode de se dire, ouais, il y a une autre temporalité, c'est peut-être avant l'orthophonie, mais peut-être que cette personne, quand elle pratiquera l'orthophonie, elle aura envie aussi de
consacrer, je sais pas, 2 jours de son temps à faire du pain. Et je trouve ça, ouais, super chouette de montrer aussi cette diversité de temporalité et aussi de se questionner sur quel est le temps qu'on peut consacrer de manière qualitative à telle chose, sans rentrer dans la norme des, 35 heures nécessairement. Parce que, peut-être que cette norme des 35 heures, elle est pas adaptée à tout le monde et à toutes les pratiques et à tous les métiers. Ouais, complètement. Oui, puis ça rejoint, je pense, des problématiques qui concernent tous les champs professionnels de notre génération de trentenaires friands de reconversion et de mettre plus de sens dans leur quotidien. Et moi, j'avais envie de voir ce que ça donne au niveau de la santé, parce qu'il y a un peu pas des tabous, mais c'est peut-être un peu en retard par rapport à ça. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent à mi-temps, mais c'est peut-être parce qu'elles ont une vie de famille à côté, etc. Mais j'avais aussi envie de re-questionner ça. Quand on fait du soin, si on veut le faire, enfin, si moi en tout cas je veux le faire bien, je veux le faire de manière sincère, authentique et efficace, je peux pas le faire à temps plein. Et j'ai aussi besoin d'avoir un équilibre dans ma semaine avec des journées qui sont pas rythmées à la demi-heure ou à l'heure, où je peux avoir des activités créatives, où je peux être seule, où je peux aussi me balader de temps en temps, j'avoue. Voilà. Et je citerai une phrase de Léa que j'ai interviewée dans l'épisode 8 qui dit, alors je sais pas si c'est exactement ces mots, mais elle dit « J'ai peur de ne voir que des patients dans les personnes que je vais accompagner ». Et je trouvais ça hyper fort parce que ça parle vraiment de ce côté, prendre la personne dans sa globalité, l'humain dans sa globalité, et aussi de se dire aussi que si on veut faire ce métier bien, il faut quand même de l'énergie, il faut être armé, et pour pouvoir avoir cette vision toujours authentique et sincère. Et c'est aussi ce qui me conduit à faire le choix aujourd'hui de travailler à mi-temps pour pouvoir le plus possible être d'accord avec la phrase de Léa et de prendre le temps vraiment de voir les humains en plus du patient qui vient me voir. Je trouve que, c'est ce qui ressort aussi de la retranscription que tu en as fait dans les différents épisodes, parce que tu dresses vraiment, le portrait global des personnes. Tu ne te restreins pas, seulement à décrire, les pratiques, à aller dans le contenu de la pratique orthophoniste, mais tu, dresses vraiment des portraits de femmes dans leur globalité aussi. Donc je trouve que tu retranscris vraiment aussi, cette recherche-là et en même temps tu la questionnes dans tes différents épisodes, et moi je me rends compte aussi que justement ce voyage engagé à la rencontre des femmes qui pratiquent l'orthophonie, au final il dépasse complètement le cadre, de l'orthophonie. C'est une exploration plus profonde et plus vaste, de notre rapport aux soins, de notre rapport au vivant, au langage, comme tu dis, à la communication, et donc au centre de la communication, il y a, la relation d'humain à humain, mais aussi, le fait de prendre en compte que, il y a une totale subjectivité qui entre en considération dans la pratique, une personnalité, et aussi, un passé, un présent, et justement tu en profites un moment pour, interviewer une personne qui est pas orthophoniste, qui est enseignante, dans une MFR. Mais en fait, on peut retrouver le soin dans les 2, et ce qu'il y a au centre de ça, c'est, la relation humaine et comment on prend, soin aussi des personnes, avec qui on est en lien, quoi. Là, c'est des élèves. Mm. Carrément. Et ce que j'aime bien chez Maëlle et ce que je suis allée chercher, c'est aussi le côté engagement et passion. Elle sort des 4 murs de sa classe, elle va réaliser des films documentaires avec eux, elle les accompagne en voyage aux Pays-Bas, etc. pour un échange scolaire. Et je dirais que j'ai essayé à ce que le format des documentaires sonores que je réalise, il colle aussi à ça. C'est-à-dire que au-delà de la parole, j'essaye aussi de mettre des extraits de ce qu'ils vivent, des extraits, là, dans le cadre de Maëlle, du film qu'elle a réalisé avec ses élèves. Avec Léa, on entend aussi quand elle fait du pain dans le fournil. C'est toujours dans cette idée de saisir la globalité de la personne. Et je vais voir qui elle est. Et c'est aussi ça la force d'aller sur place. C'est ce que tu fais aussi. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette de se déplacer et de rentrer complètement dans le quotidien de la personne. Ouais, c'est ça, et tu dresses justement tous ces portraits de femmes aux réalités multiples, mais qui ont un point commun au final, que tu recherchais pas, nécessairement de base. Un vécu en particulier qui est celui d'être femme. Tu dresses aussi un éventail, de leurs aspirations, des luttes qu'elles mènent, de leurs engagements et de leurs espoirs. Et je trouve que ouais, ça rend le podcast vraiment beau et puissant et plus universel, aussi. Tu restes pas, à la pratique de l'orthophonie, mais tu questionnes aussi, tous ces sujets, beaucoup plus globaux, beaucoup plus, universels,
Et je trouve, ouais, il y a un peu comme un souffle profond, quelque chose de viscéral, un peu qui vient des entrailles aussi, je trouve, dans ces différents épisodes. Et cela donne aussi des témoignages qui sont très intimes et qui explorent aussi parfois le passé et comment il peut avoir une répercussion aussi sur le présent. Je pense notamment au témoignage des images Mm. qui revient sur des épisodes douloureux de son enfance. Comment tu perçois ces choses-là? Comment ça s'est fait aussi, la rencontre, et comment tu as été amené à recueillir ces témoignages profonds? Bah déjà, je viens chatouiller un tabou un peu, c'est la séparation vie professionnelle, vie personnelle. Et avec Daisy, c'est vraiment hyper fort, je trouve. C'est un tabou dans certaines professions et encore plus dans la santé, où on adopte une posture et on est censé laisser au vestiaire des traumatismes qu'on a pu subir ou juste une fatigue ou juste voilà qui on est. Et Daisy, elle vient recoller un peu les morceaux et elle sait que elle a pris conscience que pour faire un soin qui lui convient, il faut qu'elle accepte aussi cette part d'elle qui est forcément en jeu dans la relation et elle va travailler sur ces traumatismes. Alors moi, honnêtement, j'étais pas prête à recevoir ça, à recevoir ces émotions, mais c'est aussi ce qui apparaît dans la parole de la personne quand on vient questionner le parcours, quand on va aussi chercher des éléments du côté plus personnel. C'était pas forcément ma volonté d'aller faire surgir des émotions, mais il y a beaucoup des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu des émotions à un moment donné de notre entretien, et c'est ok. Et du coup, avec Daisy, on était dans une boulangerie un midi parce que elle avait pas énormément de temps, donc voilà, on s'est rencontrés. C'était la rencontre la plus courte que j'ai faite, qui a duré 1 heure, mais elle est arrivée avec ça, et en plus de l'orthophonie, elle écrit. Je voulais qu'elle me parle de ça, de ce livre qu'elle a écrit et qui est en lien avec les violences qu'elle a subies, qui est un livre un peu de résilience par rapport à comment est-ce qu'on continue avec les traumatismes qu'on a pu vivre. Et donc je m'attendais pas à ce qu'elle me livre ça, mais en même temps, ça a apporté tellement de cohérence avec tout le reste. Ça explique pourquoi elle, par exemple, elle peut pas faire de l'orthophonie à temps plein. Ça explique pourquoi elle a envie d'écrire. Et je trouve que l'image qui est rendue à la fin, elle est super belle. Enfin, moi, je trouve que cette femme, elle a beaucoup de courage. Et j'étais trop touchée qu'elle me livre ça, et honorée. Et en même temps, ça fait tellement de sens par rapport à tout son parcours que ça explique même aussi pourquoi elle travaille avec un chien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, la globalité. Ça permet de faire du sens sur tout ça et d'être aussi plus tolérant peut-être avec des personnes qu'on juge, je sais pas, plus fragiles, marginales, ou je sais pas. Enfin, moi, ça m'apporte beaucoup en tout cas. Tu as rencontré 15 personnes, qu'est-ce que toutes ces rencontres ont changé en toi? Je sais que c'est une question difficile, mais qu'est-ce que tu perçois là, maintenant? Qu'est-ce que tu retires de ça, même si c'est encore un peu à chaud? Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de temps, justement. Enfin, moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour prendre du recul sur mes expériences et pour pouvoir les mettre en mots. Mais ce dont je m'aperçois, là, j'ai repris l'orthophonie il y a 3 semaines. Et en fait, je m'aperçois que entre 2 patients, j'ai des bribes de conversation qui reviennent. Des phrases là, de Léa, par exemple, ou d'Amandine, dont le portrait va sortir bientôt. Et je me dis, ah mais voilà, ça fait écho, ça vient aussi me nourrir dans ma pratique, que ça soit au niveau des savoir-être, parce qu'il y avait beaucoup de choses, on en a déjà pas mal parlé, mais juste dans la relation, dans l'accueil aussi. Ça fait du lien avec peut-être mon voyage d'avant ou le côté sédentaire nomade, mais quand t'es professionnel de santé, déjà si t'es dans l'accueil, mais l'accueil authentique, sincère, et déjà t'as pas la moitié du chemin, mais t'as déjà fait une grande partie du chemin dans l'accompagnement de cette personne. Donc ces postures, ces savoir-être, quelle que soit la méthode employée, ils étaient là, enfin ils étaient présents, ou en tout cas en questionnement chez les personnes que j'ai rencontrées. Et ça m'a fait aussi me questionner sur ma pratique. Et là, depuis que j'ai repris, j'essaye d'être plus vigilante à ça, au-delà de l'exercice en lui-même qu'on va venir faire, l'activité qu'on va proposer. Déjà, prendre le temps de se poser, de se présenter, d'être là pour la personne et d'instaurer un cadre hyper propice pour après faire du soin. Ouais, donc au final, ça a l'air de t'avoir apporté énormément, et c'est trop chouette de voir ça. Et comme tu le dis, là, à la suite de ce Tour de France que tu as réalisé pendant 1 an, c'est ça? Là, tu recherches un pied à terre, dans le Puy-de-Dôme en l'occurrence, et comme tu dis, ça fait 3 semaines
que tu as repris la pratique de l'orthophonie. Et tu penses, peut-être aussi à la suite de ces inspirations que tu as trouvées, avoir un rythme de travail différent. Et tu me disais justement que tu travailles 3 jours par semaine en orthophonie et que tu consacres à côté 2 jours par semaine pour d'autres projets. Est-ce que tu veux nous parler de ce rythme de travail et de quels sont ces projets que tu mènes à côté ? Oui, alors c'est tout frais, donc ça se met vraiment en place. Mais j'ai choisi d'avoir 2 jours pour continuer à poursuivre mes créations sonores, mes créations tout court d'ailleurs, que je fais dans le cadre de Terre Alliée, qui regroupe toutes mes créations depuis que j'ai commencé à voyager. Là, dans un futur proche, j'ai encore 4 portraits du porte-mots qu'il faut que je monte, que je mixe et que je publie. Et après, pour la suite, je sais que j'ai vraiment envie de continuer à réaliser des documentaires sonores. J'emploie volontairement ce terme et pas podcast parce que ce qu'il y a pour moi, en plus dans le documentaire sonore, c'est ce côté aller à la rencontre, capter des sons d'ambiance, capter des situations, etc. Et il y a un vrai travail d'écriture aussi dans le montage. Et ça, c'est un côté créatif qui me plaît énormément. Et j'ai envie de continuer à poursuivre ça. Et toujours, alors pas forcément en lien avec l'orthophonie, mais en lien avec la santé, l'éducation et toutes les sphères où on travaille avec l'humain. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment au stade de projet. J'ai envie de développer cette activité bis professionnelle, mais voilà, ça sera sans doute plutôt début 2025. Trop bien, j'ai hâte de voir ça et de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage très riche, très, très beau, très puissant. Je trouve au final, ce qu'on en retient, c'est vraiment ce questionnement profond dans toutes tes expériences, dans toutes tes aventures, dans tous tes voyages et encore aujourd'hui dans le présent et pour le futur, de qu'est-ce qui fait l'humain, qu'est-ce qui fait la complexité de l'humain, qu'est-ce qui fait les liens entre nous, entre toutes ces personnes et qu'est-ce qui peut rendre le monde meilleur de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi de l'avoir recueilli et pour ton écoute. Et si je peux dire quelque chose par rapport c'est en lien avec ce que tu viens de dire sur les liens. C'est pour ça que j'ai gardé le nom Terre Alliée pour toutes mes créations. À la base, c'était lier différents pays quand je suis partie en Asie. Mais maintenant, c'est lier des réalités de vie entre elles. Et ça s'applique au Laos comme au département voisin en France. Donc j'ai gardé ce nom-là pour mettre l'accent sur le lien. Je pense qu'on va en avoir besoin dans les prochaines années. Peut-être justement avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut retrouver tous tes podcasts et toutes tes œuvres plus globalement ? Tout ce qui est création sonore, on peut retrouver ça en ligne sur Spotify, maintenant sur Deezer et sur d'autres plateformes. Tout est regroupé sous le nom Terre au pluriel Alliée. Et après, j'ai une page Facebook et Instagram aussi, où en plus du contenu audio, il y a aussi des photos, des dessins, des illustrations que je réalise qui accompagnent mes voyages. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a même pas trop évoqué, mais c'est vraiment une composition artistique complète, quoi. Enfin, il y a l'audio, il y a les dessins, il y a les visuels. C'est trop chouette. Merci. Eh ben, j'invite tout le monde à aller voir ça, aller approfondir justement tous ces sujets à la suite de l'écoute de cette interview. Merci beaucoup Emmanuel pour cet échange et à très vite. Eh ben, merci à toi et je te souhaite de vivre de belles aventures et de belles rencontres avec le podcast de Vive Voix. Merci, ciao ciao. Salut. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins, l'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.